Ces chambres dont la création est projetée correspondent à des structures hybrides, à la fois nationales et internationales, majoritairement composées des juges locaux. Dans cette vidéo, nous allons voir l'historique, les statuts juridiques et compositions, et enfin, la compétence et procédure. Commençons par l'historique. Sous le régime des Khmers rouges de 1975 à 1979, entre 1,7 et 2 millions de Cambodgiens ont été exécutés, sont morts de faim ou ont succombé à la maladie. Pourtant, il n'y a eu à ce jour ni procès, ni commission de la vérité, ni reconnaissance officielle de l'un des crimes les plus monstrueux de l'histoire de l'humanité, mais les choses vont peut-être changer. Le 21 juin 1997, le Cambodge avait demandé l'assistance de l'ONU et de la communauté internationale afin de traduire en justice les personnes responsables du génocide et des crimes contre l'humanité perpétrés pendant l'administration des Khmers rouges. L'idée d'un nouveau tribunal ad hoc fut tout d'abord évoquée, puis abandonnée. Le 10 août 2001, les autorités cambodgiennes privilégia la formule d'un jugement national avec l'assistance internationale. Ils adoptèrent une loi portant création de formations extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour le jugement de ces crimes. Le 13 mai 2003, le projet d'accord entre l'ONU et le Cambodge fut approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies dans une résolution qui avait été présentée par la France et le Japon. Après 6 ans de négociations, une rupture et maintes controverses, Phnom Penh et l'ONU ont signé le 6 juin 2003 un accord pour la création de ces chambres extraordinaires. Le 4 octobre 2004, le Parlement cambodgien ratifia l'accord entre l'ONU et le Cambodge. Les chambres devraient commencer à être mises en place au deuxième semestre de 2005. Parlons maintenant de son statut juridique et sa composition. Vous devez savoir que le tribunal est basé sur les droits cambodgiens qui prévoient la participation minoritaire des juges étrangers. Une petite observation, dans un pays où les hommes de loi ont été l'une des cibles des régimes génocidaires, où peu de juges ont une véritable formation juridique et où il n'existe pas une longue tradition d'indépendance judiciaire, cela risque de poser quelques problèmes délicats. Il est à craindre, selon certains ONG, que certains membres du gouvernement, qui incluent l'ancien Khmer rouge, n'aient cherché à utiliser l'événement à des fins politiques. L'accord prévoit 2 chambres extraordinaires, une chambre de première instance et une chambre d'appel de la Cour suprême. La chambre de première instance se compose de 3 juges cambodgiens et de 2 juges étrangers. La chambre de la Cour suprême, qui tient lieu de chambre d'appel définitive, est constituée de 4 juges cambodgiens et de 3 représentants internationaux. Le secrétaire général des Nations unies préparera une liste de 7 juges internationaux, desquels seront retenus les 5 juges qui siégeront dans les 2 instances et qui seront désignés par le Conseil suprême de la magistrature cambodgien. Le tribunal compte 2 juges d'instruction, un Cambodgien et un étranger. Il compte également 2 procureurs, un Cambodgien et un étranger, et enfin, d'une chambre préliminaire à 5 membres, composée dans les mêmes conditions que les chambres d'appel. Quant aux moyens envisagés, le budget est de 55 millions de dollars sur 3 ans, majoritairement payé par la communauté internationale. Parlons maintenant des compétences et des procédures. Nous allons commencer par les compétences. Vous devez savoir que le tribunal compte 4 compétences particulières, notamment la ration materiae, la ration temporis, la ration personae et la ration loci. Quant aux rations materiae, la compétence matérielle, vous devez savoir que le tribunal est compétent pour juger les crimes et graves violations du droit pénal cambodgien, du droit et de la coutume humanitaire internationale et des conventions internationales reconnues par le Cambodge. Le tribunal est également compétent pour juger les génocides, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre, les destructions de propriétés culturelles, des crimes contre des personnes bénéficiant d'une protection internationale. Quant aux rations temporis, la compétence temporaire,
Vous devez savoir que le tribunal est compétent pour juger le crime commis pendant l'administration des Khmers rouges du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, date de l'arrivée des troupes vietnamiennes. Les rations personae, la compétence personnelle. Le tribunal est compétent pour juger les dirigeants supérieurs des Kampuchea démocratiques et ceux qui portent le plus grande responsabilité. Le procès des Khmers rouges ne sera pas parfait. Pol Pot, leur dirigeant historique, est mort en 1998, mais ses principaux lieutenants, Nguyen Chea, et frère numéro 2, et Khieu Champa, l'ancien président du Kampuchea démocratique, vivent en toute liberté au Cambodge. Compte tenu du manque de temps et de l'argent, il est peu probable que l'on juge plus d'une dizaine d'accusés. Parlons enfin de la ration Lossi, la compétence territoriale. Le tribunal est compétent pour juger les crimes perpétrés sur le territoire du Cambodge. En ce qui concerne la procédure, vous devez savoir que la procédure est principalement définie par le droit cambodgien. Les principes fondamentaux définis par le droit international pourront servir de guide. Pas de responsabilité d'amnistie ou de grâce. Pas de peine de mort. La peine la plus lourde sera la réclusion criminelle à perpétuité. Faut savoir que les enquêtes relèveront d'un organe commun constitué de 2 juges d'instruction, l'un étranger, l'autre cambodgien. Le Conseil suprême de la magistrature cambodgienne nommera le juge d'instruction international sur une liste de 2 noms proposés par le secrétaire général de l'ONU. La responsabilité de poursuite incombe à un organe mixte, cambodgien et étranger. Le Conseil suprême cambodgien nommera le procureur international sur une liste de 2 noms proposés par le secrétaire général de l'ONU. Au cas où les 2 procureurs ne parviennent pas à s'attendre sur le fait de savoir s'il y a lieu ou non de poursuivre, la procédure suit son cours à moins que l'un ou l'autre soumette leurs divergences à la chambre préliminaire. La chambre préliminaire, qui tranche les divergences entre les organes de poursuite ou d'enquête, est composée de 5 juges dont 3, en particulier le président, est nommé par le Conseil suprême de la magistrature et 2 sur proposition du secrétaire général des Nations Unies. Les décisions de la chambre préliminaire sont définies et nécessitent l'approbation des 4 juges. La prise de décision devant la chambre de première instance et la chambre d'appel doit en principe se faire à l'unanimité. Si cela n'est pas possible, un jugement ne pourra être rendu en première instance que si 4 juges sont d'accord, et en appel si au moins 5 juges le décident. Cette manière de procéder garantit aux juges internationaux une sorte de droit de veto. Aucun jugement ne pourra être rendu sans l'accord au moins d'un juge international. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les juridictions permanentes.